Mercredi 4 septembre 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Bienvenue sur ce nouveau live, bien évidemment. On s'est vu hier sur une belle durée, on a fait quasiment 6 heures de live hier, hein. De 21h à 3h du matin, ce qui m'a un petit peu décalé. Je suis censé me recaler pour faire des journées de boulot pour lundi prochain. Jusque-là, j'étais décalé de 3 heures, parce que je faisais mes nuits de 3 heures à 10 heures du mat. Là, je me suis couché à 5 heures, je me suis réveillé à midi. Je me suis pas décalé dans le bon sens, je crois. Moi, ça va jusqu'à lundi pour me recaler. Mais je pense qu'on va continuer à forcer là. On va se décaler de plus en plus dans l'autre sens, histoire de prendre un jour d'avance. Ça me paraît beaucoup plus simple à gérer de ce sens-là. Depuis hier, bah du coup, je me suis réveillé à midi. J'ai toujours pas avancé sur mes podcasts, bien évidemment. J'ai regardé des films, j'ai lu un petit peu. Salut Barney. Comment ça va? What you speaking? Bah je parle de ce que j'ai fait depuis le live dernier. Et après je vais parler un peu des films ou des livres que j'ai vus ou lus. Et j'ai encore une belle ribambelle dont je dois parler. Donc ouais. J'ai bien dormi. Évidemment ça m'a perdu du coup. Ah ça marche jamais ça, mais ça me saoule. Faut que je regarde. Repère. Stream Deck Twitch. Je sais pas s'il y a des streamers sûrs quelque part dans le chat, mais avant ça marchait, l'application pour mettre des repères sur les VOD Twitch directement avec le Stream Deck, et ça marche plus du tout maintenant. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu chiant. Voilà, sinon du coup, journée un peu tranquille aujourd'hui, je vais profiter du fait d'avoir bien fait à manger hier pour être tranquille aujourd'hui, et juste comater tranquillement de ce gros live et des VOD faites, avec miniatures, titres et description. Donc voilà, je vais un peu bosser tranquillement. Et ce soir pour le live, du coup, on va discuter ensemble des comics, films, mangas et BD que j'ai vu ou lu depuis ma rentrée des vacances, donc depuis 2 semaines et quelques, un peu plus même d'ailleurs maintenant. Ah non, je fais 2 semaines de pause. Ça doit faire 3 semaines, quasiment un mois. Ça. Derrière, on lit le Weekly Shonen Jump numéro 40. Avec c'est seulement 6 chapitres, donc ça c'est plutôt cool, on va être plutôt bien. Parce que One Piece n'est pas cette semaine. Et derrière, on va faire du gaming un peu aléatoire. Parce que je suis censé toujours finir Vampire Survivors, mais on a bien joué hier pendant 4 heures, donc ça ira. En plus, j'ai pas trouvé de faire une deuxième aventure, c'était un peu long et pas très intéressant non plus. Euh... Oui, donc oui, Vampire Survivors. On a Trails Rising à avancer. Il n'y a pas vraiment de fin au jeu, mais j'aimerais bien faire un peu le tour de plus de maps. Mais le problème, c'est qu'on arrive beaucoup sur des maps au niveau extrême et je sais pas ce qu'on va en faire. Je suis pas sûr qu'on tienne longtemps dessus. Sinon, j'aurais des démos à faire. J'ai Capybara Spa, j'ai mis en poste qu'on pourrait continuer. Sinon, j'ai choisi le prochain jeu PC qu'on ferait grâce à une route de décision. Et ça serait Death's Door. Donc, à voir à quoi on joue ce soir parmi toute cette liste là et combien de temps ça nous prend chacun. On verra bien. J'ai une idée pour que ce soit un peu plus clair de ce dont je parle. Si je fais genre ça. Ah, c'est très clair là. Peut-être échanger la façon d'écrire le texte. Tac. Peut-être mettre ça moins gros maintenant.
En soi, je peux le mettre... Former... Tac. Donc oui, j'ai lu le comics Deadpool, Poursuite circulaire. C'est un comics qui est assez vieux, mais c'est une de ses premières aventures solo, si je ne m'abuse. Et c'est pas spécialement pire que le film qui vient de sortir, donc Deadpool et Wolverine. C'est pas un banger non plus, ça, loin de là, mais c'est pas spécialement pire. C'est un peu vide pareil. C'est pas un très bon compliment, mais bon. Parce que finalement, on a 4 chapitres où tout le monde poursuit une seule arme, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a Deadpool, il y a Cable, je crois qu'il s'appelle le méchant dans Deadpool 2. Il y a une dame, et après il y a plein de petits voyous dans tous les sens. Ce qui fait beaucoup de monde et t'as pas le temps de mettre des enjeux, de mettre des motivations, et tout le monde se fait dégager un peu rapidement. Donc c'est pas très intéressant niveau fond. Tu pourrais penser que ça serait un peu fun, parce que ça reste quand même Deadpool, il est censé être drôle, il est censé être vivant, il est censé être pertinent avec le quatrième mur. On n'a pas grand chose, il fait un peu des blagues à la con, un peu tout le temps, il se bat, il fait des vieux jeux de mots pourris, t'es en mode ah c'est super, c'est grave ça que je voulais voir. Et ça aide pas non plus du coup à créer le fond, et ça fait qu'on se perd. Beaucoup d'action, beaucoup de courses-poursuites, pour au final pas grand chose. Et c'est un petit peu dommage. Après, c'est sa première aventure solo, comme je viens de vous le dire. C'est plutôt sympathique pour ajouter un peu à son lore, à son visage, à sa mutation, aux personnages qui lui sont propres. Ils apparaissent quoi, ils se mettent en place. C'est normal que ce soit pas un turbo banger direct, mais c'est très dommage parce que théoriquement, Deadpool peut être un personnage très cool. Il peut être très intéressant, il peut être très fun, il peut aborder de vrais sujets tout en étant rigolo. Et là, ben, c'est pas le cas. C'est trop grand, je sais pas quelle taille le mettre. Ouais, c'est bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Dommage, parce que le personnage peut faire mieux, mais bah, c'est le début, donc on va pas non plus pleurer. Derrière, j'ai lu le comics Wolverine, la mort aux trousses. Donc c'est quand Wolverine fait sa rentrée à l'école. Il est là, ouais, ah, mort les trousses, ah, mort les trousses. Et après, il se fait virer de l'école, parce que ben, c'est vraiment une idée de merde quoi, de vouloir se venger des trousses. En vrai, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique comme comics. Je J'avais lu 2 autres comics, je crois, Wolverine, de la série Marvel Must Have, qui étaient sympathiques, je crois, mais sans plus. Celui-là, il était un peu plus. Parce que finalement, on a un Wolverine qui est pas au top de sa forme, donc il a plein de trucs à rattraper et beaucoup de difficultés. Et quand c'est un personnage qui est censé être aussi fort et aussi badass, c'est étrange à voir. Parce que il est vieux, il est fragile, il a pas son adamantium qui a été retiré dans une aventure précédente. Donc déjà de base, par lui-même, il est en situation compliquée. Et en plus de ça, il doit affronter un assassin légendaire avec qui il a beaucoup discuté par le passé et qui connaît donc une bonne partie de ses secrets. Ce qui fait que ben, t'as un très bel affrontement et par la faiblesse actuelle du personnage qui l'apprend à utiliser pour la première fois, que par son lien avec l'ennemi qui le connaît bien et qui sait comment le piéger et l'utiliser. Donc ça marche bien. Ça fait que Wolverine c'est plutôt un suiveur, il subit beaucoup plus qu'autre chose, mais c'est cool à voir quand même. L'assassin fait ce qu'il veut de Wolverine, il le contrôle, il le dégage de son appart, l'emmène jusqu'à lui en lui faisant suivre la route qu'il a décidée et le rythme qu'il a décidé, ce qui marche très bien.
il le rend animal, il lui ment, il le force à se venger, dans le seul but de le faire devenir comme lui, ou à défaut de montrer qu'il est déjà comme lui. Donc voilà, c'était prenant, c'était intéressant, c'était efficace, et le final est sympa, parce que Wolverine, c'est pas un personnage très très positif non plus. Il subit tout ce qui se passe, et il va au bout de ce que lui demande son adversaire. C'est... C'était quelque chose de cool à voir. Ensuite, j'ai également lu un autre comics Marvel de la grosse saga Marvel Must Have, avec Marvel 1602. Si vous avez regardé What If saison 2, si je ne m'abuse, il y a un épisode qui est plus ou moins basé sur ça. Voilà. L'épisode 8, littéralement, et c'est Avengers, ça ressemble à 1602. C'est plus ou moins la même idée, mais pas avec les personnages, et en moins intéressant. Parce que le comics, il était génial. Il était très complet, c'était un très gros volume, mais c'était pas long, c'était trop cool. Parce qu'en fait, ils font vraiment l'effort de prendre les héros du début de Marvel, parce que sinon, s'il fallait prendre tous les héros qui existaient, ça aurait été très long, très chiant et très dur à tout justifier. Ils le font de manière intelligente, par exemple, ils ne mettent pas Iron Man, parce que c'est compliqué de mettre un personnage basé sur la technologie et l'argent en 1602. Par contre, ils mettent tous les autres personnages en justifiant leur pouvoir et leur vie à cette époque, et en essayant de leur trouver un rôle logique par rapport à ce qu'ils sont, tu vois. Les mutants, ça correspond aux sorciers de l'époque. Doctor Strange, ça devient un conseiller. Un peu de mystique, tu vois, un peu de magie, mais ça passe comme conseiller. Et il y a plein de rôles trop bien justifiés comme ça. Nick Fury, c'est évidemment le maître des secrets de la reine. Ça marche très bien. Tout est bien justifié et expliqué par l'auteur. En plus de ça, on a pas mal de textes de l'auteur lui-même en préface et en postface qui expliquent comment il a fait ses choix, comment il a justifié quoi que ce soit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu Iron Man. Tout ça, c'est trop bien, c'est fait, ça montre que c'est réfléchi, que c'est une belle saga complète et que c'est pertinent. C'était trop cool à lire. En plus de ça, l'intrigue globale fonctionnait bien, je l'ai pris volontiers, avec le futur roi qui essaye de voler la place et de la prendre, évidemment, avec l'Inquisition qui a quelques mutants au sein de son rang mais qui veut tuer tous les mutants possibles, c'est rigolo comme principe, et évidemment la place des sorciers et des minorités qui marche bien. De toute façon, c'est les X-Men ça de base, donc c'est logique. En plus, il y a un très beau final avec des sacrifices sur des personnages que je n'avais pas vu venir, j'avais pas compris que c'était eux, et j'ai eu une bonne surprise, c'était très cool à voir. Très belle fin pour la liberté de tous. Même des 4 fantastiques qui étaient censés être une équipe légendaire et qui avait disparu et tout, ça fonctionne très bien dans l'ensemble. Et en plus de ça, parce que j'ai vu à la fin, ça a lancé plein de séries différentes basées sur l'univers 1602. Et donc ça, c'est plutôt cool à voir. Voilà, ça je conseille. Marvel Must Have, Marvel 1602, ou alors peut-être une autre édition qui serait plus complète avec d'autres séries, je sais pas. Mais ça peut être trop cool à voir. Maintenant, on quitte l'ordre chronologique, parce que quitte à faire les comics, autant se mettre à jour avec celui que j'ai lu aujourd'hui. Pas trop nommé, toi. Renommé, paf. Sujet actuel, paf. Donc ça c'est pratique pour moi pour me retrouver, merci. Le comics que j'ai lu hier plutôt qu'aujourd'hui, on n'est pas loin. Parce que celui d'aujourd'hui je l'ai pas terminé, il est sur la table de chevet là-bas. C'était Avengers slash Defenders War. On va apprendre à parler un moment. Sur les 36, je crois.
pas du tout. Sur les 41 volumes de Marvel Must Have que j'ai acheté pour découvrir ce que Marvel décide eux-mêmes comme leur Must Have, c'est le tome qui se passe le plus tôt. Genre il est sorti en 1973 et jusqu'à là le plus tôt que j'avais lu c'était 1980. Et c'est littéralement le tout premier crossover entre du coup l'équipe des Avengers et l'équipe des Defenders. On retrouve des têtes connues des Avengers des films dans les deux équipes, donc c'est plutôt rigolo à voir. Mais ça marche bien par la grosse différence qu'il y a entre les deux équipes, et qui est non négligeable du tout. Parce que bah, t'as une équipe qui est une équipe, qui est là pour le bien, qui se montre, qui a quand même des identités secrètes, mais qui se montre en tant que sauveur du monde. Et les Defenders qui sont plutôt vus comme des gens méchants, parce qu'il y a quand même le surfeur d'argent, Namor, Hulk, Strange, Valkyrie. Quoi? Avec ses potes, ils ont fait plein de nazi. Comment ça? C'est quoi cette entrée en scène, Chips? Mais comment tu vas? C'est bizarre comme façon de dire bonjour, ça. D'arriver avec le N-word. C'est pas celui-là d'ailleurs, le N-word, je crois, à la base, mais. Ça va. Réveillé un peu tard, comme si j'avais veillé tard. Ça va être compliqué, je crois, de me recaler correctement pour lundi. Parce que j'avais 3 heures de décalage. Plus tard que ce qu'il faudrait correctement. Et là, j'en ai eu 5 aujourd'hui. Voilà. Plus le The Events Weekend qui risque de me prendre un peu de temps et de me décaler encore. Je sais pas. Tu lis des comics, toi, un peu ou pas du tout, Chips? Je sais même pas. Donc ouais, les Defenders, ils sont quand même moins connus, moins reconnus. Ils sont moins aimés, ils se cachent un peu plus, ils font tout dans l'ombre. C'est même pas véritablement une équipe, juste quand il y en a un qui a besoin d'eux, ils récupèrent les autres membres de manière un peu égoïste pour s'en servir. Donc ça marche bien, parce que du coup je découvre les Defenders grâce à ça. Et c'est cool d'avoir une équipe différente. J'ai lu quelques comics d'Ottawa dans ma vie et c'est tout. Les vieux comics là, c'est qu'on plus été édité. T'as lu celui qui est sorti cette année pour la reprise? J'en ai lu aucun moi, comics Doctor Who. Et malheureusement, bah même si les Defenders sont plutôt cool, le comic c'est pas super intéressant. Parce que c'est assez long pour pas grand chose. Les adversaires sont très très nuls. C'est Dormammu, la grande entité qu'on voit à la fin du film Doctor Strange, et Loki, qui montent les équipes l'une contre l'autre, qui les font se battre. Et faut qu'ils attendent 5 duels sur 6 pour se rendre compte que ben ils se sont fait avoir et qu'il y a un quiproquo. Qu'en fait ils veulent tous les deux la même chose, bah, sauver le monde. Et qu'ils se tapaient là sur la gueule pour rien. Et je crois que c'est la seule façon que Marvel a à chaque fois de trouver un moyen de faire affronter les équipes de héros. C'est qu'un quiproquo un peu nul. En plus, les duels, vu qu'ils sont dessinés en mode 1970, ils sont pas super beaux et super prenants. Donc même comme ça, je suis pas très... Genre, il y a un combat entre Vision et Silver Surfer, et c'est arrêté parce qu'ils se battent dans un volcan, et après, bah, soit ça risque de brûler l'objet pour lequel ils se battent, soit ça risque de brûler la sorcière rouge. Et donc finalement, bah, ils se battent pas. Et tous les combats se terminent comme ça, par une petite diversion à la con pour que le Defender parte avec l'objet. C'est ultra important à lire pour l'histoire de Marvel, parce que c'est littéralement le premier crossover. Je suis content de découvrir les Defenders, mais pas convaincu. Et globalement, c'est bien, les comics Doctor Who. Genre le récent. Je sais que c'est genre un rassemblement de quelques histoires courtes pour redéfinir un peu le Docteur, un truc comme ça. Paf, paf.
Mitigé, sympa, mais beaucoup de méchants survolés que je connais pas. T'es censé les connaître ou ils sont vraiment juste pour le comics? Genre c'est des méchants des classiques, c'est des méchants que t'as oubliés ou c'est des inconnus de base? Des méchants des classiques, ouais. Forcément. Ah, je voudrais pas t'en citer beaucoup, des méchants des classiques qui sont pas revenus. Et Martha Jones, elle fonctionne bien? Non, parce que du coup je viens de voir que c'était eux. L'extraterrestre voyage à travers le temps et l'espace sur son vaisseau, dans l'extérieur ressemble à une ancienne cabine de police bleue, le TARDIS. Martha Jones, la compagne de voyage du docteur, a été capturée par des effroyables pyromètres. Et son seul espoir de survie est que les distraire en racontant 3 histoires sensationnelles du docteur. Important, c'est ennemi le plus meurtrier. Est-ce qu'ils sont que dans le comics, eux, de base? Les pyromètres? Les pyromates! Ça va que dans le comics, c'est moins les pyromètres. Un loup-garou. Ah, il y a un sontarien. Il y a des Daleks, évidemment. Il y a des sauterelles. Ah, il y a les trucs des premières saisons qui prennent les corps des gens là. Et qui se déguisent en gros MDR. Les Cyberman, les Hoods. Est-ce que c'est sous-tech lui? Il est un peu noir pour être sous-tech, parce que normalement il est coloré, je crois. Ah non, c'est bien lui, mais je pensais qu'il était beaucoup plus coloré que ça. Et c'est les gros tuteurs qu'on voit en fond du coup. Ok. Je l'avais mis dans ma longue liste de cadeaux d'anniversaire. Je l'ai pas eu, c'est pas très grave. Mais j'aurais pu découvrir à quoi ça ressemblait. J'avais vu la critique de Pepper Pot Team, en tout cas. Donc, sujet ici indiqué. J'ai lu la BD de Mutafuka's Puta Madre, qui a été gracieusement offerte à mon anniversaire. Je suis mitigé globalement avec l'univers de Mutafuka's. J'avais regardé le film, c'était sympa sans plus. Ensuite, j'avais lu le comics basé sur le Far West, qui s'amusait avec un peu avec les personnages qui étaient sympathiques. J'ai lu le comics de base, que j'ai pas trop aimé et que j'ai trouvé un peu lourdingue et vieux. J'ai lu Mutafuka's 2, que je trouve ok. C'est sympa, mais ça manque un peu de fond. Et donc là, j'ai découvert Puta Madre, qui est le premier spin-off de la série de base. Et ça marche très bien. C'est fou d'avoir un univers avec lequel j'arrive pas à accrocher vraiment. Avec une histoire centrée sur un personnage qui apparaît dans l'histoire de base, dont je m'en fous et que j'avais complètement oublié. Et le rendre ça super intéressant. Parce que il y a une sorte de secte religieuse prête à aider contre la fin du monde, qui est basée sur les lucha libre mexicains. Il y en a un d'eux qui meurt dans la série, je crois. Je suis même pas sûr. Voilà, la preuve que ça ne m'intéresse pas des masses. Et là, on a toute l'origin story d'un des membres de cette équipe. Et ça marche bien. En suivant toute sa vie en entière, de sa naissance à son entrée dans l'équipe, même un peu après d'ailleurs. Et le fait qu'il essaie le plus possible de suivre les règles de la société et de la vie pour pas déranger les gens, mais qu'après à chaque fois ça se passe mal. Sa mère le déteste parce qu'il a tué son frère, alors que bon bah c'est pas vraiment lui. Et il paye tout. Il va en prison, il y a quelqu'un qui lui apprend des choses, puis qui essaie de le violer. Après donc il rentre dans un gang, il y a tout le gang qui s'effondre. Derrière il sort, il trouve un nouveau gang. Il apprend le secret du gang sans faire exprès, donc il y a un combat qui se déroule et il n'y a pas le choix. Il a que des emmerdades tout le long, c'est compliqué. Et même quand il se pose un petit peu, qu'il trouve une amoureuse et qu'il est tout content, ces fantômes du passé reviennent à lui et l'embêtent à nouveau. Donc c'est compliqué. Et ça marche bien.
Ça en fait pas trop dans le drame, parce que là, du coup, dit comme ça, on dirait qu'il a une vie horrible. Mais non, parce que petit à petit, il apprend quand même des choses, même des personnes les plus horribles qui le font bien chier. Et il se construit comme ça, jusqu'à devenir un super lucha libre prêt à sauver les gens et le monde. Donc c'est un très bel ajout, je trouve, à l'univers. Ça m'aide un peu à accrocher au lucha libre. Et en plus, même tout seul, je pense que ça se lit bien. T'as pas trop besoin d'avoir les rêves de la série principale, donc très cool. T'as lu ou vu, toi, un peu Mutafukaz Chips? Ou pas du tout? Non, je connais pas. Tu vois visuellement à quoi ça peut ressembler ou pas? Ou t'en avais jamais entendu parler du tout? Moi j'en avais entendu parler à la base juste parce que c'était Orelsan et Gringe qui faisaient les voix françaises des deux personnages principaux. Si, t'as la ref de Angelo, tout à fait. J'en ai entendu pour ça, et puis je découvre un peu l'univers et c'est très cool. Bah je suis à jour d'ailleurs maintenant, j'ai tout lu. Et il s'appelle comment El Diablo. Voilà. Le mec de ce spin-off. C'est Lucha Libre en forme de diable et on apprend toute sa vie où il était normal à la base et il a vécu bien des merdes. Et derrière, du coup, j'ai lu l'autre, le dernier spin-off qui me restait, Mutafukaz Loba Loca, que j'ai eu à mon anniversaire aussi, et qui était très très cool aussi. Je m'attendais pas à ça, parce qu'au final, ça sert de conclusion et à ce duo de spin-off et à toute la première partie. Donc Mutafukaz de base, spin-off 1 et spin-off 2. Parce que ça se passe après la série de base, alors que le spin-off le précédent se passait avant la série de base, et que ça s'intéresse à la fille de El Diablo, qui, elle non plus, sait pas qui elle est, mais cette fois ça parle pas de la même chose. Au lieu de parler des gangs, de la pauvreté et des gens vraiment perdus, ça parle de harcèlement, de réseaux sociaux, d'avoir un héritage d'une personne qu'on connaît pas, qui est grandiose, mais en même temps qui est mal vue. Donc il y a plein de trucs parce qu'elle cherche du coup des secrets sur son père pour l'imiter et trouver sa propre voie derrière. Elle ravive la flamme chez Lucha Libre qui était un peu perdue après les éléments de la série principale. Donc voilà. Les sujets un peu plus intéressants, un peu plus dans notre période. Les conséquences de la série mère. Et la création d'une nouvelle équipe prête à aider les gens. Parce que ben, elle avait l'esprit de sauvetage et d'héroïne. Un peu apporté par son père, mais surtout parce que ben, elle aussi, elle est ouverte au monde. Et elle l'apporte à d'autres gens pour les faire redémarrer. Et ça marche trop bien. Voilà. Et évidemment, bah, son but c'est de pas se faire avoir par la colère et le harcèlement. Contrairement à quelqu'un qui explose un peu à la fin du volume. Qui explose d'ailleurs au sens littéral du terme. Hein. La maison de Secret Story. Voilà, parce que c'est. Il y a beaucoup d'influence du monde réel dans la série et c'est rigolo. Voilà. J'ai passé un très bon moment avec ces lectures d'anniversaire qui étaient trop sympas. C'est quoi tes dernières lectures, toi? Chips. Euh... De quoi d'autre je peux parler? Aujourd'hui, dans la semaine. Bah, je sais pas. Une lecture qui t'a un peu plu là récemment? Qui t'a un peu marqué ou quoi? Ça peut être aujourd'hui, dans la semaine. Peu t'importe. Salut Moblinus. Comment tu vas depuis hier?
Tout est débloqué dans Vampire Survivors du coup? Moi ça va, hein, écoute. Réveillé un peu tard, comme si j'avais fini le live un peu tard. Mais après j'ai pu faire tranquillement mes VOD, lire et regarder un peu des films. Au calme quoi. Que demander de plus sur la fin des vacances? En plus avec la pluie dehors, c'était pas très motivant. Et ben tant mieux si t'as débloqué. Ça fait quand même plaisir de pouvoir atteindre la fin du jeu. D'autant plus que c'est une raison un peu à la con quoi, d'être obligé d'utiliser les artefacts récupérés chez Démoniac pour débloquer une nouvelle fois. C'est pas très fun. Aujourd'hui, NP Reaction de Kaigo Shinzo et Kemono Accident tome 19. Durant l'été, j'ai eu les romans Blackwater, je les ai dévorés. Je crois que t'avais eu l'occasion de m'en parler quand tu les avais commencés. Ça me dit quelque chose, ce sujet. Ouais, j'avais dû regarder parce que je connaissais pas. C'est ça, surtout obligé de faire le mode infini qui sert pas à grand chose pour débloquer le stage. Oui. Bah, pour ça, j'ai eu de la chance de vouloir faire les autres succès avant. Donc, les succès d'atteindre la 31ème minute sur certaines maps. Du coup, pour ça, j'ai fait allez, on passe au mode infini, que ça c'est easy. Et ça m'a débloqué tout seul la fin. C'est pour ça que j'ai pas été bloqué. Non, ça me dit rien, no reaction. No reaction. C'était bien, no reaction. Yep. Ah, mais c'est un one shot. Ok. Je connais pas l'auteur ni ça. Thème, maladie, quotidien, biographie, histoire courte, slice of life. 31 minutes, je l'ai fait en vanilla avec je sais plus quel perso. Bravo, j'ai pas voulu forcer, je trouvais ça trop chiant. Donc j'ai eu de la chance là-dessus. Ah, mais je connais Mauvaise Herbe. Effectivement, j'avais pas reconnu le style, mais je connais. Ok, l'histoire courte comme souvent, quelques bonnes, mais 2-3 bofs, ouais. Le reste, ça me dit rien. Ça me dit rien. Hiroto Ikuta, 29 ans, est un travailleur indépendant, il n'a pas de travail stable ni de petite amie et s'inquiète pas de son avenir. Sa voisine Anae Wada lui a légué gratuitement sa maison pour s'être lié d'amitié avec Hiroto. Il commence sa vie avec sa cousine Natsumi, 18 ans, qui avait déménagé de Yamagata à Tokyo pour entrer en école d'art. Cependant, il est entouré de personnes ayant des problèmes qui lui rendent la vie difficile. T'as lu Araya... Hirayazumi? On a beaucoup parlé l'année passée. Ok. Non, j'avais pas réellement entendu parler de l'auteur. Hormis pour Mauvaise Herbe que je l'ai déjà croisé. Le reste, non. Et sinon, tu m'as dit Kemono Incident. Ça, je vois ce que c'est. J'ai pas lu, mais je vois ce que c'est. Kemono Incident. Très doux et tranquille. C'est sympa, ça. Ouais, j'ai pas eu du tout, mais j'ai juste entendu le nom, effectivement. Il était bien le tome 19? Pas trop répétitif, ça se suit toujours bien. Voilà, et en attendant tes réponses, j'ai... fin d'un arc, mais vu que la sortie entre chaque tome est longue, j'ai oublié pas mal de choses. Ah oui. Les séries avec un rythme de parution lent, je trouve ça trop compliqué à suivre, parce que je commence à suivre beaucoup de séries, évidemment, avec 1800 tomes. Mais dès que le rythme ne sont pas à fond, c'est trop compliqué. Autant One Piece, je connaissais par cœur tout ce qui se passait à une époque. Genre quand mon pote a lu les tomes de One Piece pour la première fois, je savais quel tome correspondait à quoi, parce que c'était genre le deuxième manga que je lisais et j'ai lu plusieurs fois, donc c'était très fixé. Mais depuis... Je confirme pour Made in Abyss, ouais, ok.
C'est vrai que le rythme de parution est pas très rapide. Et je pense que moi, il y a des séries que j'aime pas trop passer dans un rythme de parution lente et en enchaînant, ça serait mieux. Mais bon, bah, je prends pas le temps de les relire, donc c'est compliqué. Un tome par an, je crois. Ah ouais, c'est compliqué à suivre, effectivement. Et Blackwater, du coup, vu que ça a l'air d'être si gros roman quand même, c'était pas trop long à lire. Si c'est bien, normalement, ça glisse plutôt tout seul. Mais ça peut être long quand même. Après, pas dans l'été, t'as dû avoir plus de temps, effectivement. Donc oui, le premier film que j'ai vu en rentrant de vacances, donc il y a 3 semaines maintenant, c'était The Arctic Convoy, sur Canal. C'était pas intéressant. Alors, c'est un peu cool parce que c'est basé sur une histoire vraie. Mais ça suffit pas à faire un bon film, évidemment. En gros, l'histoire vraie est celle-ci. Le convoi PQ-17. C'est le nom de code d'un convoi allié durant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés cherchaient à ravitailler l'URSS qui combattait leur ennemi commun, le Troisième Reich, évidemment. Les combats de l'Arctique, organisés de 1941 à 1945, avaient pour destination le port d'Arkhangelsk l'été et Mourmansk l'hiver, via l'Islande et l'océan Arctique, effectuant un voyage périlleux dans les eaux parmi les plus hostiles du monde. Le convoi PQ-17 qui fit le voyage en 1942 est entré dans la légende par les pertes qu'il a subies. Il perdit 26 des 37 navires qui le composaient. Voilà, en gros, c'est ça le contexte et l'histoire vraie. C'est cool de découvrir, parce qu'il y a toujours des histoires rocambolesques qui touchent à la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et là, ben, c'est pas intéressant, du coup, à voir par contre. Parce qu'on a un bateau de matériaux qui est un peu tout seul sur l'eau. Donc c'est un peu intéressant de les voir se débrouiller. Mais ils sont seuls dans une zone de danger. Et malgré ça, je trouve que le stress et la difficulté des soldats est pas poussé très très loin. Et quand t'es en situation de guerre, de crise, perdu, avec juste des matériaux dans une zone de danger, quand ça manque d'humains, que ça manque de vie, que ça manque d'idées, ben c'est pas passionnant. Donc le film finalement est assez lent, il n'y a pas assez de changements de sujet, hein, juste ils sont perdus, ils peuvent rien faire, point. Et il y a une seule question qui est bah, comment est-ce qu'on fait la suite? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la mission? Mais bon, bah, c'est pas assez poussé, c'est pas intéressant. Alors que l'anecdote de base est plutôt sympathique. Donc tu m'as dit, la critique qui dit que c'est un feuilleton télé est justifié, ça se fait tout seul et t'as envie de connaître la suite. Ok. C'était historique, je crois, le genre de ta série de romans, Blackwater, de mémoire. Un peu dans l'idée. Ou alors je confonds, alors je viens de vérifier. Parce que ça soit historique et feuilletonnant et plutôt qui marche bien quand même, c'est... Moi non, hein, pas du tout, c'est Guerre romanesque fantastique. Non, ok, c'est une saga familiale de 1919 à 1969 avec des sujets historiques en fond. Mais en soi, oui, ça reste un truc feuilletonnant qui marche bien. Ok. Et t'as d'autres lectures romances prévues ou d'autres sagas en tête qui te feraient envie de lire? Peut-être du même auteur ou pas? Un peu surnaturel, mais c'est des éléments du monde réel de l'époque, la guerre, la demande de matériaux. Ok, sympa. C'est cool quand même les mélanges historiques et naturels. Ça reste plus vivant quand même et plus accessible que du full surnaturel, par exemple. Ah, tiens, on va,
j'ai trouvé ce sujet-là qui va être rigolo. Dans ma liste. Faut juste, je me rappelle du numéro du tome. Ah. Le tome 12. J'ai des romans Doctor Who, un autre roman Doctor Blackwater, un autre roman où je suis en train de chercher le nom et direct novel. Ok, oui, t'as un beau programme aussi qui a l'air de te faire plaisir et de te plaire. Mais t'en as, dis donc, des bonus Doctor Who entre les comics et les romans. T'étais fan de la série à une époque? Plus que maintenant, hein, toi qui délaisses la saison 1. Et c'est un peu sur le même principe ou pas, l'autre roman de l'auteur de Blackwater? Donc oui, tout à l'heure on parlait des séries avec un mauvais rythme de parution. Grégor en fait partie, donc, qui est une sorte d'énorme saga médiévale fantastique en manga, qui cite dans ses sources Game of Thrones, mais on est très très loin de la qualité. Ça fait environ 40 000 tomes que ça dit dans la préface qu'on arrive à la fin de la première partie. Et finalement c'est toujours pas là, c'est au prochain tome, normalement. Et j'ai trouvé ça inintéressant au possible. Le tome entier est centré sur un flashback sur la mère du personnage principal et un peu sur leur village, 26 ans et 19 ans avant l'histoire. On voit des trucs inintéressants, genre la naissance d'un personnage qui fait partie du quatuor principal. Euh, on voit sa sœur qui part chez les méchants, avec aucune justification et aucune conséquence pour l'instant. Il y a un peu de famille, un peu d'amour, un peu de jalousie, mais je sais pas quoi en faire, parce que c'est des personnages dont j'ai pas grand chose à faire, pas aidé par le rythme de parution et par l'intrigue qui a 12 milliards de points de lore par seconde et qui rend le tout très indigeste. Et bah, plus je lis des tomes, moins je suis accroché et plus je trouve ça insupportable. J'en ai marre et j'attends la fin de la première partie avec impatience. Vous voyez ce que c'est, Grégor, ou pas? Parce que du coup, je le conseille pas trop. Ça semble marchouillé, apparemment, de ce que j'ai vu, mais pouah, je trouve ça galère. Ça. Je sais pas où ça va, je trouve ça trop long. Je viens pas en podcast parce que j'avais vraiment tenté. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Donc tu m'as dit, il y a de ça, mais j'ai eu la chance de trouver dans un cache par miracle. Ça ressemble un peu dans le style d'écriture, mais l'histoire n'est pas la même. Ok. Oui, après, le style d'écriture c'est plutôt logique, mais ok, la base n'est pas la même. Ça me tente pas du tout, du coup. Ah ouais? Ah, bizarre. Ah, j'ai jamais arrêté aucune série, je crois, dans ma bibliothèque. Il y en a, je me tâte un peu quand même, hein, parce que payer 7 € pour lire ça et être à chaque fois en mode ah, c'est pas bien, c'est peut-être pas nécessaire, hein, foncièrement. Euh, Voilà, je pense que ça fait pas mal de sujets lancés. Moi, ça me va. À part si vous avez un petit sujet en tête d'œuvres que vous avez vues ou lues récemment, que vous aimez bien ou quoi que ce soit. Sinon, on pourra partir sur la lecture du Weekly Shonen Jump de dimanche. Voilà. Par contre, ça m'embête, mon Stream Deck il veut pas mettre des repères sur la VOD. Ça marchait au début de mon Stream Deck. Genre, je pouvais cliquer et ça mettait hop, là il y a un changement de catégorie. Et maintenant, il refuse. Pas cool.
Et bien, le voilà, le joli Weekend Jump numéro 40. Tu contrôles la série TV Opération Séduction en live. Qu'est-ce que c'est que cette série? Opération Séduction. Mais tu sors ça d'où? D'où t'as ça en tête comme question quand je demande ce que vous voulez? Opération Séduction aux Caraïbes est une émission de télé-réalité diffusée sur M6 du 11 juillet 2002 au 28 août 2022. Pas pour la saison et après machin. Euh... Horrible. Les parents s'en mêlent, c'est vraiment ça le sujet de la troisième saison. Depuis le 9 septembre 2023, émission disponible sur la chaîne YouTube, machin. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée, Chips? Déjà, j'en suis pas au point de faire du react en live, à regarder des séries ou des animés. Le seul truc qui ressemble un peu à du react que j'ai fait, c'est bah du coup la lecture du Shonen Jump, hein, pas plus. Mais du coup, t'as ça en tête parce que t'as vu des épisodes chez quelqu'un. Mais pourquoi vous avez regardé ça chez quelqu'un? Est-ce qu'il avait un message à te faire passer? Mais oui, télé-réalité à l'aide, j'en regarde pas beaucoup. Le seul truc de télé-réalité que j'ai regardé un peu récemment, c'est 100% physique. Mais ça reste basé sur des exploits sportifs et sur le sport et le corps. Pas sur les engueulades entre personnes et juste les mettre dans des situations à la con pour voir jusqu'où ils vont. Et alors, mis ça, je suis pas sûr d'en avoir regardé d'autres. Et vous en avez déjà regardé de la télé-réalité?